Voilà, donc bonsoir à tous et bienvenue pour cet ICEB Café sur le sujet du Living Building Challenge. On est très heureux à l'ICEB de vous accueillir encore une fois en virtuel pour cette conférence. On espère pouvoir reprendre les ICEB Café en présentiel dès que ce sera possible. En attendant, voilà, on maintient ces rendez-vous mensuels qui nous font toujours plaisir, puisqu'ils permettent d'expérimenter et de présenter des sujets assez pointus pour le public le plus large possible. Je vais juste vous dire quelques mots avant qu'on commence et que je puisse donner la parole à Oscar, qui est notre intervenant ce soir. Donc, l'ICEB est une association qui regroupe 70 personnes, des professionnels, architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage ou AMO, autour du sujet de la conception éco-responsable du bâti. On a ouvert notre campagne d'adhésion pour cette année, donc si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, c'est tout à fait possible. Je laisserai le mail de contact de l'ICEB dans la conversation si vous voulez nous contacter. Donc le sujet de ce soir, c'est le Living Building Challenge. Et Oscar Hernandez, qui est docteur ingénieur, membre de l'ICEB et cofondateur du Living Collaborative France, va évoquer ce sujet pour nous ce soir. Il y aura une intervention un petit temps d'intervention, puis on aura un temps dédié aux échanges après. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez, voilà, pour que ce soit le plus agréable, convivial, collaboratif possible. Voilà, Oscar, je te laisse la parole. Donc, on va commencer. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci d'être venus et d'avoir accepté en tout cas cette invitation pour cet ICEB Café. Et ce soir, dans cette heure qu'on a, je vais vous présenter au nombre du Collaborative France et le Living Building Challenge, qui est une démarche en fait qui vient des États-Unis à la base. Du coup, je vais vous présenter la démarche et puis également, il y aura le président du Living Future Europe qui va parler également. Du coup, le sommaire ce soir, donc dans la première partie, je vais vous présenter ou plutôt parler sur le International Living Future Institute, et qui est l'organisme en fait qui gère, qui développe cette démarche. Ensuite, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la certification Living Building Challenge. Ensuite, on va évoquer les différentes certifications qu'on a. Et puis, à la suite, je vais vous parler des pétales. C'est les thématiques qui sont abordées dans la certification avec quelques exemples. Du coup, tout d'abord, qui est l'International Living Future Institute? C'est un organisme, c'est une ONG qui est basée à Seattle et qui a été créée en 2009, justement, et sa mission, elle est de développer et de manager la certification, de la même manière que se passe ici en France avec le HQE ou avec d'autres certifications comme les BRIM ou les LEED. Il y a cette organisation qui est complètement indépendante, qui gère le développement de la certification. Et sa mission, en fait, plutôt son développement consiste en fait d'une part à développer la certification aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais en même temps, elle permet à différents pays de développer la certification en créant ce qu'on appelle des collaboratifs. Et c'est pour ça que nous, en France, on a créé le Collaborative France. Et nous aussi, en fait, on travaille en étroite relation avec le Living Future Europe, qui est vraiment en fait l'organisme ici en Europe, qui est en charge de manager et d'organiser ces réseaux et puis également de développer la certification. Donc en fait, ce soir, on a Carlo Battisti, qui est le président du Living Future Europe, qui va vous faire une introduction sur le Living Future et ce qui se passe ici actuellement en Europe. Bon, Carlo, je te laisse la parole. Yeah, you can go. Thank you very much, Oscar. Thanks a lot, ICEB, for this invitation. It's better for me to speak in English. Yes, Living Future Europe. Living Future Europe is also a non-profit organization.
we basically opened the European office for the International Living Future Institute 3 years ago in Bolzano, South Tyrol, the north part of Italy, in the Dolomites area, the mountains close to the Austrian border. We opened this office with the idea to promote the programs of the Institute across Europe. I previously was the co-founder with the previous business partner of the Italian collaborative, of the Living Future Italian collaborative. So similarly to what Oscar is doing in France. So I would say I was really passionate when I discovered the Living Building Challenge program. I was really passionate. I am a building engineer as background. I work in construction firms. I started working as consultant in around 2008. So dealing with sustainability standards, when I really came across Living Building Challenge, I was really impressed about the philosophy behind this framework, and that's why I committed to open this collaborative in Italy. A bit more than 1 year ago, we also opened the legal entity called Living Future Europe, which is also a non-profit organization as the institute in the United States, based here in Italy. With the mission, we are sharing the same vision and mission as the institute, but clearly our focus is to promote the programs or the framework of LFI across Europe, keeping and strengthening the already existing network of collaboratives across Europe, acting as a first point of contact for technical information, inquiries. We also do a lot of communication activities and educational activities, events, and so forth and so on. So we are basically working to spread the word about LBC and ILFI programs across Europe with the great support of the collaboratives already established in Europe. And for instance, the work that the collaborative in France is doing is really really impressive, and we are very, very happy, and we are also seeing that the first results are coming. I mentioned this collaborative. Collaborative basically is a local, let's say, national community of volunteers, basically operating to spread the word about our programs, to create the conditions locally to create a change of paradigm, to create a change also of the market towards a regenerative future, towards a regenerative design approach in doing educational activities and also working on Living Building Challenge projects. We currently have a dozen of collaboratives spread across Europe. Besides the collaborative in France, there is a collaborative in Italy, Spain, United Kingdom, Greece, Germany, and so forth and so on. And those volunteers, these, let's say, incredible persons, are really working to create a paradigm shift in the building industry. Most of them are coming from design firms, green building consulting companies, manufacturers. So they are basically working in the building industry supply chain. So they are really the person that can create a change in our mindset. And this is really, it's really a pleasure to work with this network of volunteers. This is part of the international network. We have almost 130 collaboratives spread across the world and all the different areas from the United States, South America, Central America, Asia, South Africa. We have a quite robust presence also in Australia and New Zealand. So as we will hear from Oscar, all the different climate zones are fine for LFI programs. All the different geographic areas are fine. So it's really, this is really the European network is a part of a larger international network. Yeah,
Perfect. Thank you, Carlo. You're welcome. Thanks a lot, Oscar. Pour continuer, on a créé en 2018, on a créé le premier collaboratif en France, et dans l'objectif de pas simplement de ramener, ou plutôt de développer ces certifications ici en France, mais plutôt de chercher à une traduction vis-à-vis du contexte réglementaire français. On a créé ce collaboratif, on était plusieurs en fait à le créer, donc on était 6 personnes à la base, et avec Léna, avec Vitaly, avec Andromaque et Diana et puis Eduardo, avec des différents profils, des différentes sociétés. Du coup, on a décidé de lancer cette idée, et actuellement, on est à peu près une quarantaine de sociétés qui font partie de notre collaboratif et qui s'impliquent dans le développement, en partageant des expériences, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent actuellement en France, même en Europe, et qui sont intéressantes, qui sont en lien avec la certification. Et c'est ça en fait un petit peu l'idée. Pour l'instant, on est en train de développer plutôt d'un côté communication, de sensibilisation vis-à-vis de la certification. Et voilà, pour l'instant, on est là. Maintenant, en fait, le Living Building Challenge, et juste pour faire une petite historique en fait de la certification. Et la première version, en tout cas le premier document qui a été publié, qui parlait des bâtiments vivants ou des living buildings, qui a été fait en 99 par Jason McGlennan et Bob Berkebile. C'est ces 2 personnes-là en fait qui ont eu l'idée de rédiger ce premier en fait document, qui déjà parlait en fait des bâtiments vivants ou des living buildings. C'est ensuite en 2006 où a été lancé le premier référentiel, le Living Building Challenge 1.0, et c'était en fait, et maintenant actuellement, on est dans la version 4.0. Les logos que vous avez en bas, en fait, les United States Green Building Council, les LEED et les WELL, c'est parce qu'en fait, Jason McGlennan et Bob Berkebile, ce sont 2 personnes qui étaient très précurseurs dans le domaine, en fait, dans la certification, plutôt le côté environnemental, et ils ont participé fortement à la création des United States Green Building Council, mais également à la certification LEED, mais également aussi à la certification WELL, que peut-être que vous connaissez. Pas si vous avez vu en fait, mais la certification, en fait, on a un logo, en fait, on a une image en fait de cette certification qui est une fleur. Et pourquoi elle a été choisie, cette image en fait pour la certification? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que tous les bâtiments, que tous les projets qui soient certifiés Living Building Challenge, ils ressemblent le plus proche d'une fleur. Pourquoi la fleur? Parce que la fleur, c'est un organisme vivant qui utilise en fait l'énergie qui est à l'extérieur, du soleil, l'eau de pluie, etc., pour son propre en fait, son fonctionnement. Elle ne va pas générer d'impact. Bien au contraire, elle va participer à la régénération de l'environnement. Et ça, c'est l'objectif principal de la certification. C'est que chaque projet doit pas seulement limiter un impact, mais plutôt contribuer à créer des impacts positifs. Et la philosophie de la certification, c'est une approche holistique. Donc, on n'a pas un petit peu comme on a l'habitude de faire avec peut-être Asque ou BRIM ou même voir le LEED. On s'oriente parfois sur des thématiques. Ici, toutes les thématiques, quand on vise la certification Living, elles sont obligatoires et on doit penser à l'intégralité du projet, dès la phase de conception jusqu'à l'exploitation du bâtiment, et les mesurer par les résultats. C'est après 12 mois de suivi des performances du projet ou du bâtiment que la certification est attribuée ou est plutôt donnée au bâtiment. Ça se fait qu'une seule fois. C'est une vision qui est plutôt faite à long terme. L'objectif, c'est qu'on travaille, en fait, les équipes qui décident d'aller vers la certification, ils vont travailler et avec nous en tant que collaboratif, en tant qu'ambassadeur de la certification, mais également avec l'Institut aux États-Unis, l'ILFI, et justement pour faire évoluer la certification et plutôt en fait continuer à regarder ce qui va se passer demain. Donc en fait, c'est grâce à ces expériences-là
que la certification, ou plutôt la démarche, elle évolue. Du coup, en fait, actuellement, ce qu'on fait quand on développe un projet, c'est qu'on se concentre beaucoup sur la limitation des impacts environnementaux. Donc, les réglementations qui sont là, elles permettent justement en fait, de travailler ces aspects-là, mais ce n'est pas suffisant, et ça, on le sait tous. Et ensuite, on commence à mettre en place des bonnes pratiques. On vise des certifications un peu plus exigeantes, et avec le HQE, c'est aussi le cas, ou avec la RT et énergie carbone. Mais on vise en fait également surtout à créer une sorte en fait d'impact zéro. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Mais la certification Living Building Challenge, c'est plutôt aller au-delà de ça. C'est créer un impact positif, c'est de régénérer ce qui est en train de se faire par le projet lui-même, parce qu'il va créer un impact. Donc l'idée, c'est de limiter ces impacts-là, mais créer aussi des impacts positifs. Du coup, actuellement, il existe ou on a plus de 700 projets qui sont déjà enregistrés pour être certifiés Living. Et ça, ce sont les derniers chiffres qui datent en fait de janvier de cette année. Et on a actuellement 140 projets qui sont déjà certifiés dans le monde. Et des projets qui se trouvent dans beaucoup de pays, même en Europe, mais surtout aux États-Unis et en Australie, mais aussi en Amérique du Sud. Donc, la typologie, en fait, des typologies on peut appliquer la certification dans des typologies, soit dans les bâtiments neufs, soit dans les bâtiments existants, soit dans l'aménagement intérieur, mais également dans les aménagements extérieurs. En fait, ce qui est intéressant avec la certification, c'est qu'on a un seul référentiel, un seul guide, qui permet d'être appliqué à n'importe quelle typologie des projets. Mais également, on peut l'utiliser pour des bâtiments, des bureaux, des logements, des écoles, pour des hôpitaux, pour tout type de typologie. En fait, finalement, il n'y a pas de limite en fait, dans l'application de la certification. Avec ce guide, en fait, avec ces mêmes handbooks, ces mêmes manuels, on peut l'appliquer à n'importe quelle typologie. Et là, il a été rédigé de telle manière qu'on finalement, on peut viser, on peut l'utiliser pour n'importe quel projet. Et c'est ça qui est un petit peu, qui est en fait un petit peu différent d'autres certifications, qui a un guide pour les bâtiments existants ou un guide pour les bâtiments pour les écoles. Là, c'est plutôt en fait avec un seul même guide, on peut l'utiliser pour toute typologie. Donc en fait, avec la certification Living Building Challenge, on a également différents niveaux de certification qu'on peut viser quand on met en place la certification Living Building Challenge ou quand on souhaite certifier un bâtiment living. Donc en fait, dans une première échelle, on va dire, on a les zéro carbone. C'est une certification qui a comme objectif de viser la neutralité carbone. Pour l'instant, c'est la seule certification qui permet de valider les performances réelles au niveau carbone. Ensuite, si on veut aller plus loin, on a la certification zéro énergie. Et comme le mot l'indique, c'est pour viser des bâtiments à énergie zéro, autonomes en énergie, ou qui produisent plus d'énergie que ce qui est consommé par les bâtiments. On a ensuite la certification Core. On va se concentrer quand on ne connaît pas qui c'est qui va être le preneur du bâtiment. On peut certifier l'enveloppe, on peut certifier les systèmes, et on verra plus tard pour la certification de l'aménagement intérieur. Ensuite, on a la certification pétale. C'est quand on sent qu'il y a vraiment un potentiel pour le projet, on peut viser un pétale. Quand on souhaite, parfois on pense que c'est peut-être un peu difficile d'atteindre le niveau Living Building Challenge, on peut aller sur une certification pétale. Donc on va travailler quelques pétales seulement, vous allez voir tout à l'heure. Et puis ensuite, si on veut aller plus loin, vraiment aller sur les bâtiments vivants, on peut viser la certification Living Building Challenge. Il est composé simplement des 20 impératifs. Si vous avez l'habitude de travailler même avec des certifications comme BDM, où parfois on a 300 critères à respecter, la certification Living Building Challenge, c'est simplement 20 impératifs qu'on doit respecter, qu'on doit suivre pour espérer, en fait, pour atteindre la certification. Si ensuite
pendant la phase d'exploitation, ensuite aux 12 mois des suivis du bâtiment, qu'on pourra être certifié. Donc, en fait, la certification Living Building Challenge est divisée en 7 pétales. Donc, en fait, comme la fleur, il y a des pétales et pour chaque pétale, il y a un sujet. Donc, en fait, on a, dans un premier temps, on a les lieux. Ensuite, on a l'eau. Après, l'énergie, le bien-être, les matériaux, l'égalité et la beauté. Donc, c'est ça, en fait, où on retrouve la pensée ou cette approche holistique. On doit penser à tout ce qui se passe dans le bâtiment, pas simplement les matériaux, pas simplement l'énergie, mais également tout ce qui concerne l'égalité, et l'égalité des sexes, l'égalité des races, l'égalité des origines, aussi la beauté, quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de traiter quand on fait des projets, qu'on fait en fait dans nos projets de tous les jours. Et ça, c'est ça, en fait, cette pensée holistique de la certification Living Building Challenge. Pour chaque pétale, on a des impératifs. C'est là où on retrouve les 20 impératifs. En fait, si on parle en fait du pétale Dieu, on a 4 impératifs. L'écologie du lieu, l'agriculture urbaine, la compensation écologique et un mode de vie sans voiture. On va traiter tout à l'heure en fait un peu plus dans le détail et on verra plutôt avec des exemples ce que ça veut dire chacun d'impératifs. Ensuite, on a l'eau. Dans l'eau, on a l'utilisation responsable, pardon, une petite faute, de l'eau, et ensuite ce qu'on appelle les net positive water, qui est en fait c'est de la même manière que l'énergie, on produit plus de ce qu'on consomme, on doit en fait, et l'objectif c'est d'aller faire la même chose avec l'eau. C'est de limiter cette consommation d'eau potable, que parfois on utilise pour des toilettes qui est complètement absurde, mais c'est comme ça, c'est la réglementation parfois qui l'impose. Et l'objectif de cette certification, c'est plutôt d'aller au-delà. C'est de réutiliser tout ce qu'on consomme dans le bâtiment, en tout cas lié à l'eau, on les traite et on le réutilise dans le bâtiment. Ensuite, il y a l'énergie. L'énergie, c'est aller vers l'énergie zéro, voire produire plus de ce qu'on consomme, avec une bonne efficacité énergétique, mais également environnementale. On retrouve ici un impératif qui est plutôt orienté sur les nets positifs carbone, c'est de faire des bâtiments à neutralité carbone. Ensuite, on a le pétale et bien-être, et c'est là où on retrouve tout ce qui est lié à l'environnement, à la qualité de l'air, au confort visuel, confort thermique, à la performance de ces indicateurs, à comment on va communiquer ces indicateurs avec les occupants, avec les utilisateurs du bâtiment. On a aussi l'accès à la nature, et ça c'est un critère très important quand on conçoit des bâtiments. Ensuite, on a les matériaux, sur quels matériaux on va utiliser, est-ce que ce sont des matériaux qui sont responsables. On a aussi une liste rouge, on a un approvisionnement responsable, on doit aussi faire attention à comment on soutient l'économie locale, et puis également les net positive waste, c'est comment on limite notre production de déchets, comment on va réutiliser certains déchets pour la construction du bâtiment. Ça, c'est des choses qui se passent, en fait, qui sont plutôt bien développées actuellement en Europe, sur la réutilisation et les réemplois. Ensuite, sur les questions d'égalité, sur la pétale égalité, on a l'accès universel. Ça, c'est comment on va assurer un accès identique ou un accès le plus égal à tout le monde qui occupe le bâtiment. On parle aussi, on rentre en fait, on intègre ces définitions d'inclusion qui fait partie de la certification, qu'on ne traite pas peut-être dans d'autres. Et puis à la fin, on a la pétale beauté, plutôt orientée sur la biophilie, sur la beauté du bâtiment, sur comment le projet est accepté par les utilisateurs, mais également par la communauté. Et puis à la fin, on a le dernier pétale ou dernier impératif, c'est l'éducation et l'inspiration. Parce qu'un projet ne doit pas simplement répondre à un objectif de performance, de réglementation, mais également il doit inspirer à d'autres personnes pour faire la même chose, pour dupliquer, voire faire mieux de ce qu'on a déjà fait. Si on rentre un peu plus dans le détail, pour la pétale Dieu, donc l'objectif, c'est de réaligner la façon dont les personnes, dont les utilisateurs comprennent et se rapportent à l'environnement naturel qui est occupé par les bâtiments.
parce que tout projet occupe une place, même si c'est l'existant, il occupe une place. Et l'objectif, c'est de faire cette analyse de ces sites pour voir quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour compenser cet dommage que parfois on crée quand on fait un bâtiment, ce qu'on appelle l'écologie du lieu. C'est l'étude des sites, l'analyse environnementale du site sur la compensation écologique. C'est là où on retrouve dans la loi française certaines définitions qui sont déjà dans la certification. On va aussi intégrer les questions d'agriculture urbaine, mais également sur comment les utilisateurs viennent dans le bâtiment, avec des modes de vie plutôt sans voiture, de privilégier les vélos et les mobilités douces. Ici, en fait, on a deux exemples. À gauche, vous avez un bâtiment qui a été construit sur un terrain pollué. Et là, justement, en fait, ça n'a pas empêché de mettre en place la certification, mais c'était plutôt intéressant, en fait, de construire ou développer le projet dans un terrain qui était pollué, à la base. Donc, il y a des actions qui ont été mises en place pour justement récupérer le site et en intégrant des espèces natives et des insectes, des nichoirs pour les oiseaux, mais également, ils ont créé en fait un espace humide. Donc, en fait, il y a eu un travail assez important pour ce projet, pour justement récupérer un terrain qui était pollué. Ils ont fait un travail qui était assez important, assez intéressant, pour justement favoriser les développements de la vie ou de la faune et la flore dans ce site-là. À droite, il y a un bâtiment c'était un bâtiment existant qui a été fait office en fait de la certification. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conservé l'existant, mais ils ont remplacé des choses qui n'allaient pas dans ce bâtiment existant. Comme beaucoup de terrains, beaucoup de sols qui étaient très, très fermes, qui étaient complètement imperméables. Donc, ils les ont remplacés par de la nature, en créant des espaces extérieurs au niveau des trottoirs et au niveau des espaces pour que les personnes en fait, du quartier puissent venir s'installer et regarder le bâtiment ou simplement s'asseoir. Et ils ont fait aussi une intégration de la culture urbaine dans le bâtiment, dans les espaces derrière le bâtiment. Il y a eu un travail en fait lié à tout ça. Donc en fait, ces deux exemples, c'est pour montrer un petit peu ce qui a été fait pour respecter la pétale lieu. Ensuite, on a la pétale eau. Et c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément, on n'a pas trop l'habitude de penser parce que, heureusement, en France, l'eau, elle n'est pas chère. C'est une ressource qui est assez protégée. Mais on doit faire de plus en plus attention parce qu'on sait que demain, il y aura des pénuries, en tout cas en eau potable. Et ça, on le sait en fait dans les évolutions et statistiques, en fait, dans les recherches qui sont en cours par des scientifiques, et même en France. On sait qu'on risque en fait d'avoir une pénurie d'eau potable si on ne fait pas assez attention à l'eau actuellement. Et c'est un petit peu la problématique. Donc, comme l'eau, elle n'est pas chère, donc c'est un peu plus difficile de développer des solutions. Et en fait, dans la certification Living Building Challenge, ça, c'est vraiment un des challenges. C'est quelles sont les actions qu'on peut mettre en place dans le bâtiment pour rendre cette ressource avec beaucoup plus de valeur de ce qu'elle a actuellement. Et ensuite, de limiter la consommation et tendre vers une autonomie totale en eau potable. Oui, ici à gauche, vous avez une école qui a été construite aux États-Unis et qui respecte bien la certification, donc avec des systèmes de traitement de l'eau usée, de traitement des eaux noires et de la potabilisation de l'eau pour justement en fait de donner, en tout cas d'utiliser cette eau pour des usages qui sont des usages plutôt domestiques et pour les toilettes, pour l'irrigation, etc. Et après pour les enfants, c'était vraiment de l'eau en fait qui a suivi un traitement un peu plus particulier. Donc, en fait, dans ce bâtiment-là, il y a eu fait une analyse sur la quantité d'eau de pluie qui pouvait être stockée sur l'année. Et ils ont fait en fait un système de stockage d'eau de pluie avec un système de traitement des filtres avec des UV pour justement potabiliser l'eau. C'est la même technologie qui est utilisée dans les usines de traitement des eaux, mais maintenant qu'on retrouve de plus en plus dans des petits systèmes qui étaient utilisés justement pour ces bâtiments-là. À droite, vous avez une maison individuelle qui est située dans un milieu complètement désertique et ça n'a pas en fait empêché la
la mise en place de la certification avec une analyse un peu plus poussée sur la quantité d'eau qui pouvait être récupérée et sur l'année, avec plutôt mise en place des systèmes qui ont réduit fortement la consommation d'eau dans la maison et avec un système d'évacuation d'eau sous vide en fait. Et c'est ça qui en fait, c'est ces solutions-là qui ont permis de respecter les exigences de la certification. Et on sait que parfois, ça c'est quelque chose qu'on a fait dans un groupe de travail Living. On avait fait un échange sur la question de l'eau. Et on sait qu'en France, on est limité au niveau réglementaire par cette question des réutilisations de l'eau. Parce que c'est pas autorisé par la réglementation. Mais en fait, pour vous donner un exemple, le premier bâtiment qui a été certifié Living Building Challenge en 2003 à Seattle, il a suivi exactement la même problématique. La ville qui n'autorisait pas la réutilisation de l'eau pour l'usage du bâtiment. Et du coup, ils ont fait tout un travail avec la ville pour essayer de convaincre ses pouvoirs publics pour la réutilisation de cette eau. Et la ville n'a pas voulu en fait suivre en fait les équipes de conception. Il a simplement donné leur autorisation de allez-y, faites-le, mais c'est votre propre responsabilité. Le bâtiment a été fait. Quelques années plus tard, la ville a revenu sur ses pas. Ils ont modifié la réglementation parce qu'ils se sont aperçus que c'était vraiment viable, que c'était possible de le faire. En France, on a la même problématique et on doit travailler avec les collectivités, avec les préfectures pour justement changer cette mentalité et les sensibiliser par rapport à la problématique. Parce que techniquement, les solutions sont là. C'est une question plutôt de comment on les met en place de la manière la plus responsable possible. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi intégré dans la certification. C'est une question de handprinting. On connaît bien l'impact en fait environnemental de tout ce qu'on fait, mais on doit penser aussi à tout ce qu'on utilise pour limiter cet impact de ces solutions-là. Il y a beaucoup de solutions techniques, mais on a pensé à la manière comme ça a été fait avant de l'intégrer dans le bâtiment. Et ça, ce sont des notions qui font partie de la certification qu'on appelle les handprinting. Ensuite, pour l'énergie, c'est produire plus de ce qu'on consomme, mais ce n'est pas simplement une question de on rajoute du photovoltaïque, on rajoute une source de production d'énergie, mais c'est plutôt travailler la conception du bâtiment par une conception passive, par l'utilisation, le recours à la ventilation naturelle, par vraiment une vraie conception bioclimatique pour réduire davantage, de manière très significative, la consommation énergétique du bâtiment. On doit le prouver par la simulation thermique dynamique, qu'on a réduit fortement les consommations avec des objectifs qui sont définis dans les référentiels. Et c'est ensuite qu'on compense cette consommation par du photovoltaïque, par l'hydrogène, par de l'éolien. En fait, la source de production, elle peut être différente. On n'est pas limité, on n'est pas focalisé, ou en tout cas, la certification n'est pas focalisée sur une production photovoltaïque, mais c'est sur une production d'énergie. Peu importe de quel type, mais c'est simplement qu'on doit compenser cette production et aller plutôt vers une indépendance énergétique, ou plutôt limiter cette dépendance au réseau, parce qu'on sait que les réseaux ils sont très sensibles à la consommation et on sont sensibles parce qu'on a du soleil, qu'on peut produire beaucoup d'énergie, mais on ne peut pas le produire tout le temps. Donc c'est une vraie question en fait de dépendance énergétique. Et ça, c'est traité dans la certification. Et puis également une question de carbone positif, d'aller vers des bâtiments qui vont absorber plus des carbones de ce qu'ils vont émettre. Et une chose qui est complètement interdite dans la certification, c'est d'utiliser des systèmes qui vont brûler un carburant, peu importe lesquels. Par exemple, du bois, c'est pas en fait, on ne peut pas l'utiliser pour un bâtiment certifié Living Building Challenge par la simple raison, c'est que quand on brûle du bois, c'est sûr, c'est du bois, c'est renouvelable, qui stocke du CO2, qui stocke, mais ensuite qu'on va émettre dans l'atmosphère. Mais il y a une question aussi des pollutions liées à la combustion, des particules fines et d'autres types en fait, des polluants qui sont émis par la simple combustion. Il y a peut-être des choses qui sont à travailler là-dessus parce qu'il existe de plus en plus de technologies qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement, qui utilisent la biomasse
Donc ça, c'est des choses en tout cas, l'objectif pour nous, notre collaboratif, c'est d'étudier ces solutions-là et peut-être de voir s'il y a peut-être un moyen de montrer qu'on peut faire un bâtiment living, mais qui utilise de la biomasse, en tout cas du bois comme source de combustion. Coup à gauche, en fait, on a un bâtiment qui a fait l'objet d'une réhabilitation énergétique et avec la mise en place des solutions passives, notamment ventilation naturelle. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces projets-là, c'est que les équipes ont vraiment beaucoup travaillé ces aspects des bioclimatiques, des conceptions passives avec la ventilation naturelle. Et dans les analyses préliminaires, en tout cas dans les simulations, en fait, ce qui a été vu, c'est il fallait compenser au moins 80 kW des productions énergétiques pour atteindre en fait la certification, et chose qui a été faite. Mais dans la réalité, ce qu'ils ont aperçu, finalement, que le bâtiment consomme moins de ce qu'ils espéraient. Du coup, en fait, le bâtiment, il produit beaucoup plus d'énergie de ce qui est consommé par lui-même. Et ça, c'est grâce, en fait, à cette conception passive, à cette question des bioclimatiques qui a été vraiment bien travaillée par les équipes de conception. Ils produisent plus, tant mieux. Peut-être qu'ils, demain, en fait, ils feront différemment ou ils vont pousser un peu davantage et peut-être prendre un peu plus de risques. Dans le bâtiment à droite, c'est un bâtiment plutôt standard, bureau, avec des systèmes plutôt mécaniques parce qu'ils n'avaient pas le choix de faire autrement, avec une centrale double flux, avec des systèmes de PAC, etc. Ils ont fait des analyses, ils ont fait la simulation, donc ils ont mis en place exactement la quantité de production photovoltaïque qu'il fallait pour compenser la consommation du bâtiment. C'était un petit peu plus juste dans la réalité, parce que c'était pendant le 12 mois de suivi qu'ils sont aperçus qu'il était vraiment un peu juste, mais qui a permis, en fait, en tout cas, de répondre à la certification. Mais la complexité, c'est les systèmes. Parce qu'en fait, le fait on a des systèmes à piloter, à entretenir, etc., ça rajoute une complexité au bâtiment. Et finalement, l'exploitant du bâtiment a pu faire le nécessaire pour respecter la certification, mais ça a demandé un peu plus de travail du fait de cette complexité des systèmes mécaniques, des systèmes techniques. Ou la pétale suivante, le bien-être. Donc l'objectif principal, et ça c'est une des choses qui est vraiment très importante dans la certification, c'est le bien-être, en fait, c'est le confort des occupants. Et du coup, on a trois impératifs. Donc l'environnement intérieur sain, c'est tout ce qui est lié à la qualité de l'air, à le confort thermique, confort visuel, confort acoustique, à la performance de ça. Il ne suffit pas simplement de rajouter des solutions, mais c'est important aussi, et ça c'est quelque chose qui est vérifié pendant l'exploitation, c'est est-ce que les occupants ils sont satisfaits de ce qui se passe dans le bâtiment. Et puis aussi on a l'impératif qui est avec l'accès à la nature. Si on parle en fait de ces derniers, et ça c'est les études scientifiques, et ça c'est le retour d'expérience qui le dit, quand on conçoit pour les bien-être, et on traite beaucoup tout ce qui est lié à l'air propre. De plus en plus en ce moment avec les histoires des Covid, etc., on fait de plus en plus attention avec l'air extérieur. On fait appel à la ventilation naturelle parce qu'on sait que la ventilation naturelle, en tout cas de l'air propre, permet de réduire jusqu'à 57% des maladies. Et ça, c'est les Covid, et ça, c'est les scientifiques qui le disent actuellement en Europe et même aux États-Unis. La lumière naturelle, qui permet aussi de limiter la consommation des médicaments, qui améliore la performance des élèves dans les écoles, qui améliore notre fonctionnement, nous, parce qu'on sait qu'on a un cycle circadien, et ça c'est important, c'est traité dans la certification WELL, c'est même en fait, c'était la base en fait pour la rédaction du WELL, c'était le living, donc et ça, on sait que c'est important, et ça c'est quelque chose qui est très surveillé dans la certification, et les sons de la nature, c'est comment en fait on peut intégrer de la nature, peut-être avec des nichoirs, des oiseaux, des animaux dans les bâtiments, parce que ça c'est important, ça permet en fait de nous soigner en fait nous en tant qu'humains. Et les odeurs également, avec les plantes, etc. On sait qu'il y a des personnes qui sont allergiques, etc. Mais ça, en fait, ce sont des choses qui sont vraiment déjà, en fait, font partie de la certification. Et puis également, quand on parle en fait d'accès à la nature, on parle aussi de comment on donne accès aux occupants par la vue extérieure, par l'intégration des espaces naturels à l'intérieur du bâtiment, parce qu'en fait, on sait que
la nature. Ça, c'est quelque chose qui est souvent reproché dans les projets quand on fait des espaces extérieurs très, très denses. Et attention, parce qu'il risque en fait de créer plutôt des problématiques avec c'est des problématiques sociales en fait, mais en fait les études scientifiques montrent que c'est plutôt le contraire. Ça réduit en fait un taux de criminalité quand on a de plus en plus des espaces avec une forte densité, mais aussi des arbres. Donc ici à gauche, on a une école qui a fait grand appel à la lumière naturelle, faire attention à comment faire rentrer la lumière, parce que c'est quelque chose que si c'est trop, ça risque d'épuisement. Donc ça, c'est vraiment bien appréhendé dans la certification. De donner l'accès aux utilisateurs d'une ouverture plutôt manuelle, parce que ça c'est important pour nous en tant qu'humains. La ventilation hybride pour assurer un débit constant, parce qu'on sait que dans des écoles c'est un peu plus délicat. Et une chose qui a été aussi, en tout cas qui a été développée pour ces projets, qui a été permis d'être valorisé dans la certification, c'est la création des cours d'enseignement pour les élèves qui montraient la relation entre la nature et l'homme. Donc en fait, l'objectif c'était de montrer aux élèves qu'est-ce qui a été fait dans le bâtiment et plutôt les expliquer que c'était possible. Parce que finalement, c'est eux qui vont faire demain. À droite, et on a un bâtiment beaucoup plus classique, un bâtiment, en fait, c'est le siège social de Delos. Delos, c'est l'organisme qui contrôle ou qui développe la certification Well Building Standard. Et en fait, ils ont allé vers la certification Living Building Challenge. Et c'est un bâtiment qui est situé en plein cœur d'une ville très dense, une ville américaine qui est vraiment très dense, en plein centre en fait, cœur urbain. Et du coup, ils ont créé beaucoup d'espaces extérieurs avec des terrasses qui étaient accessibles à tout le monde, en fait, tous les occupants du bâtiment. Ils ont utilisé également beaucoup d'accès naturel, faire entrer beaucoup de lumière. Et ils ont rajouté aussi une gestion assez fine de la qualité de l'air avec des centres de CO2 parce qu'ils étaient dans un milieu très pollué, en tout cas extérieur. Ils ont augmenté les débits de ventilation justement pour favoriser cette question de santé et puis utiliser des grandes surfaces vitrées pour créer ces accès en fait aux personnes pour qu'ils puissent bénéficier de cette lumière naturelle de ces espaces extérieurs. Puis ensuite, les pétales matériaux, ça c'est quelque chose qui est très important. Et on a 4 impératifs, et pardon, 5 impératifs. Et donc le premier, c'est les recours à des matériaux responsables. La liste rouge, je vais vous parler tout de suite. Et un approvisionnement responsable, c'est qu'est-ce qu'on utilise dans le bâtiment, les matériaux, les revêtements, mais surtout d'où ils viennent. Aussi de soutenir l'économie locale, ça c'est important, et puis les net positive waste. Cette pétale, les Living Building Challenge, plutôt l'ILFI, a développé des outils qui permettent en fait de faciliter l'intégration des matériaux qu'on sait qui peuvent être intéressants pour la réalisation d'un projet. Et ça, c'est en fait un label qui a été créé qui s'appelle le label Déclare. Et c'est simplement un label qui permet de savoir d'où mon produit vient, de quel pays ou de quelle région, de comment il a été fait, de quoi il est composé et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il a fait en fait son cycle de vie, qu'il part en fait en fin de vie. Ces 3 questions qui sont très simples en fait, mais qui permettent de valoriser un produit. Et en fait, dans ce label Déclare, le plus important, c'est justement, comme le mot l'indique, c'est de déclarer tout ce qui a été fait pour la fabrication de ces produits. Et c'est de déclarer publiquement. C'est un petit peu comme les FDES, et on déclare les composants chimiques, toutes les données environnementales et sanitaires. C'est plus ou moins la même chose, mais sauf que c'est un label qui est orienté sur la certification Living Building Challenge. Qu'on fait dans cet outil plutôt qui permet de valoriser des matériaux qu'on va utiliser pour la certification. Donc, c'est simplement un outil qui permet en fait c'est une sorte de garantie. Si on fait appel à un fabricant d'isolants, et lui fait appel au label Déclare pour dire mon produit, il respecte bien la certification,
c'est simplement, c'est une question de confiance. Donc, ce label déclare, c'est ça, en fait. C'est plutôt une garantie de confiance. Et en fait, dans ce label déclare, qu'est-ce qui va être mis? C'est d'où il a été fait, le produit, dans quel pays, dans quelle région, et avec quels composants, avec quels matériaux, quels composants chimiques, et puis ce qu'ils répondent vraiment à la certification et de quelle manière. Dans la partie matériaux, on a aussi ce qui a été développé par le Living Building Challenge, c'est une liste rouge. Et en fait, dans cette liste, c'est simplement en fait une liste des composants chimiques qu'on sait qu'on ne peut pas utiliser dans le bâtiment. En tout cas, ils ne peuvent pas être présents dans les matériaux qu'on va utiliser pour la conception de mon projet. Et ça, c'est comme les formaldéhydes, comme l'amiante, en fait, comme les phtalates, des choses qui sont déjà de plus en plus interdites en France, même en Europe. Mais il y a d'autres polluants qu'on sait depuis des années qui peuvent créer des problèmes sanitaires. Et justement, la certification Living, depuis des années, ils étudient ces composants chimiques parce qu'ils savent qu'il y a une relation avec la santé, avec notre santé. Et puis, les plus importants, c'est justement de regarder. C'est un travail qui va demander un peu plus d'heures à passer, mais qui est important pour nous, pour les utilisateurs finaux du bâtiment. C'est ce qu'on appelle la liste rouge, mais qui est vraiment du Living Building Challenge. Du coup, ici, pour vous donner quelques exemples sur la pétale matériaux, donc à gauche, on a un des bâtiments de Google, parce que Google, ils ont plein de bâtiments dans le monde, mais en fait, pour un de ces bâtiments, à Chicago, ils ont fait tout un travail de réhabilitation, d'aménagement intérieur du bâtiment en respectant les critères matériaux de la certification. Donc, ils ont vraiment beaucoup travaillé avec les fabricants, les industriels pour utiliser au maximum des choses qui pouvaient être démontables, qui peuvent être réutilisables. Ils ont allé même chercher des matériaux d'autres chantiers, d'autres bâtiments pour les ramener, pour les réutiliser dans ces bâtiments-là. Faisons bien attention qu'il n'y ait pas des composants chimiques dans cette liste rouge. Et ils ont mis en place du compost dans toutes les phases du chantier, en conception, en réalisation et en exploitation du bâtiment. Une chose intéressante qui a été faite, après peut-être Google, avec ses moyens financiers, peut-être peut se le permettre, mais je pense qu'on peut tous le faire. Et il y a beaucoup de fabricants qui sont intéressés par ça. C'est un travail collaboratif avec les industriels. C'est comment on développe ces fiches qui vont permettre en fait de répondre à la certification avec les VFDES ou avec d'autres types des certifications. Et les industriels, ils étaient très intéressés à travailler et à développer des produits pour répondre à ce qui était fait, demandé par les maîtres d'ouvrage ici, mais également pour eux-mêmes, pour développer pour d'autres projets et pour proposer à d'autres types de clients. Et à droite, vous avez aussi une société qui s'appelle Etsy, qui développe beaucoup des systèmes de réévénement et des solutions d'aménagement intérieur. Ils ont fait aussi un travail assez important pour respecter les critères matériaux, en faisant attention avec la liste rouge, en mettant un taux de recyclage de 90% et 10% des matériaux réutilisés, en utilisant que des produits déclarés. Mais aussi, ils ont fait un travail sur les systèmes. Et ils ont fait ce qu'on appelle la due diligence pour tout ce qui est lié à chauffage, ventilation, clim, plomberie et électricité. C'est vraiment faire l'analyse sur les câblages, sur les CTA, sur tout ce qu'on voit en système pour s'assurer qu'il n'y avait pas des choses nocives dans tous ces matériaux-là. C'est vraiment un travail qui a été fait en partenariat avec les industriels. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la certification. À chaque fois, on doit, en fait, en tout cas, l'idée, c'est de vraiment d'intégrer dans des phases très en amont et les industriels, les exploitants. Parce on sait que finalement, c'est important pour la garantie de la certification et même au-delà, pour que le bâtiment il soit le plus efficace et dans les années. Ensuite, il y a la pétale quittée. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la certification de Living Building Challenge, qui n'existait pas dans d'autres certifications, en tout cas de manière obligatoire, en impératif.
c'est soutenir les sociétés ou des sociétés beaucoup plus justes et beaucoup plus équitables. Et ça, ce qu'on appelle l'accès universel et puis l'inclusion. En fait, l'objectif principal, c'est que tous les espaces d'un projet doivent être accessibles à tout public, soit des personnes qui utilisent régulièrement le bâtiment, mais également à d'autres personnes qui s'intéressent au bâtiment, qui voudraient visiter le bâtiment, qui voudraient découvrir ce qui se passe dans le bâtiment. Parce qu'en fait, c'est une question d'égalité, c'est que tout ce qu'on fait, doit être vraiment accessible à tout le monde, la lumière, le soleil, l'eau. C'est vraiment une question de justice sociale, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très développé dans la certification Living Building Challenge. Que pour cela, il y a un outil qu'ils ont développé justement pour la certification qui s'appelle l'outil JUST. C'est un outil qui permet de valoriser la justice sociale d'une société. Et ça, toute société peut le mettre en place pour justement montrer qu'il y a déjà des actions qui ont été mises en place et des actions plutôt orientées sociales. Et on sait un petit peu par rapport aux différences en fait, des États-Unis qu'en France, on a quand même un système social qui est un des plus, on va dire, performants au monde, avec des questions des congés payés, des droits pour les employés, pardon. Enfin, il y a des choses qui sont déjà mises en place et qui différencient un petit peu par rapport à la culture américaine, en tout cas par rapport aux régulations américaines. Et c'est ça les choses qu'on pourrait valoriser demain dans un projet Living Building Challenge, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent ici et qu'on pourrait valoriser demain, et même au niveau européen. Ici à gauche, vous avez le siège en fait d'une société, Emile Hull, et qui a justement travaillé ces aspects de justice sociale. Donc, ils ont intégré le label Just pour montrer qu'ils étaient, en tout cas, qu'ils orientaient leur management sur plutôt un équilibre social. Et ils ont mis en place un investissement de 0,5% du chiffre d'affaires qui est versé à des assos, qui sont sélectionnés par les salariés. Et du coup, c'est la société qui donne en fait cet argent aux associations. Ils ont mis en place une question aussi des mécénats, parce que nous, en tant que salariés, on peut contribuer également au développement des projets dans d'autres pays ou dans d'autres régions en France ou dans d'autres pays. Et une question aussi des dons. Les salariés de la société sont engagés aussi à faire des dons réguliers et à des projets associatifs, etc. Et ça, c'est des choses qui ont été mis en place par concertation avec tous les salariés des entreprises. Ce sont des choses qui sont vraiment, et en tout cas, qui sont traitées par la certification, qui permettent justement d'orienter vers ce type d'actions. Et à droite, vous avez un projet de construction des maisons individuelles, mais plutôt à caractère social, des HLM en fait. Et c'est un projet qui avait en fait un objectif, et qui a un objectif de rendre 100% d'accessibilité. Et ça, c'est indépendamment des revenus. Et des données vraiment, de construire, de proposer à la location ou à la vente des projets qui étaient performants, mais qui étaient à un prix qui était accessible à tout le monde. Et tous les espaces intérieurs de ces projets, ils sont complètement accessibles à tout public. Donc, quelqu'un qui ne fait pas partie, qui n'habite pas dans les quartiers, peut rentrer, se promener. Il y a des questions de sécurité, etc. Mais ça a été fait, ou en tout cas ce projet a été fait comme ça, et ça a montré des bons résultats. Donc ça pas non plus, c'est plutôt positif en fait la démarche. Et puis l'intégration des zéro voiture. Donc il y a un besoin de parking, mais ce parking a été construit un peu plus loin pour justement favoriser que les personnes puissent marcher, puissent se déplacer en vélo ou à pied. Pour le dernier pétale, ou la dernière pétale, et pour terminer, donc c'est la beauté. La beauté, c'est plutôt comment on va célébrer cette conception qui va élever l'esprit humain. Et ça, c'est par des questions de biophilie et par des questions aussi d'éducation et d'inspiration. Donc, pour la biophilie, il existe en fait des patterns, en tout cas des guides, qui sont proposés par Stephen Keller, qui est quelqu'un ça fait longtemps qu'il travaille sur ces questions de biophilie.
Et c'est en fait des choses qui sont utilisées par le Living Building Challenge pour favoriser justement toutes ces questions des biophilies. Parce que la biophilie, c'est pas simplement une question de nature, des faunes et des fleurs, mais c'est une question aussi d'aura la lumière naturelle, des questions de température, des questions aussi de comment on rappelle la nature dans les bâtiments, en intégrant du bois, mais du bois qui n'est pas traité, mais qui est complètement visible. Enfin, il y a toute une question en fait liée à la biophilie qui est assez complexe et qui nécessite vraiment des personnes sachantes dans le domaine. Et ça, c'est quelque chose qui est traité dans la certification. Et tout ce qui est lié à l'inspiration et à l'éducation, c'est quand on construit un projet Living Building Challenge, on doit, nous, en tant que propriétaires du bâtiment, on doit fournir assez de matériel pour montrer qu'est-ce qui a été fait dans le projet pour l'opération du bâtiment, pour communiquer ça à tous les utilisateurs du bâtiment, soit ceux qui sont à 100% dans le bâtiment, mais également ceux qui viennent de l'extérieur. Dans les projets Living Building Challenge, c'est important, c'est un petit peu ce que je vous montre ici. Et dans ces deux projets, des visites sont organisées de manière complètement gratuite. Donc, si on a envie de visiter ce qui a été fait, ou en tout cas visiter le bâtiment, c'est quelque chose qui est possible. Il faut passer un appel téléphonique et prendre un rendez-vous, mais c'est complètement gratuit et c'est vraiment possible de le faire. Ça, c'est un petit peu l'exemple en fait à droite de cette banque. Malgré le fait que c'est une banque et que gère des données assez confidentielles, ils ont mis en place cette question des visites. Tout le monde peut venir visiter le bâtiment et ils pouvaient partager ce qui a été fait pour la certification. Dans ces deux projets, ils ont beaucoup travaillé les aspects des lumières, parce que c'est vraiment très important, et une question de rappel sur les matériaux, l'utilisation du bois, l'utilisation des matériaux biosourcés, géosourcés, qui rappellent justement ça, mais qui indiquent justement, c'est pas l'effet qu'on rajoute un matériau, parce qu'on n'est pas tous des techniciens, on n'est pas tous des sachants, et c'est expliquer aux utilisateurs qu'est-ce que ça veut dire une laine des roches, ou ce qui a été utilisé en fait de matériaux, dans le bâtiment. Et c'est ça, en fait, c'est plutôt cet affichage par des manières digitales ou par du papier, qui est vraiment, on doit l'intégrer quand on fait un Living Building Challenge pour justement communiquer à tout le monde ce qui a été fait. Voilà, donc pour terminer, et quelques conclusions sur ce travail, même si c'est peut-être qu'un peu beaucoup d'informations, mais en tout cas, l'objectif, c'est vous donner les orientations principales de la certification. On peut, bien entendu, nous, collaboratifs, on peut rentrer dans les détails. On mène ce qu'on appelle des groupes de travail qu'on fait une fois par mois presque, sur des thématiques, pour justement rentrer un peu plus dans les détails, pour aussi voir qu'est-ce qui est fait en France, pour voir comment on peut l'intégrer dans la certification. Et ça, on le fait souvent. En fait, pour une conclusion pour terminer, donc en fait, la certification Living Building Challenge permet de réduire fortement la consommation d'énergie et d'eau d'un bâtiment. Et ce qui a été vu dans les bâtiments qui sont déjà faits, est-ce que c'est jusqu'à 90% d'économie d'eau par rapport à un bâtiment standard ou un bâtiment qui respectait déjà des normes assez exigeantes, ou des labels en tout cas. Et un bâtiment Living Building Challenge, c'est un bâtiment qui peut être considéré comme un des plus sains et des plus efficaces au monde, dans tout point de vue, même social. Et c'est des bâtiments qui sont résilients, qui peuvent être autonomes d'un point de vue énergétique, mais également hydrique, notamment parce qu'on sait que c'est des plus en plus, en tout cas on les voit, les changements climatiques est là. Et également un bâtiment Living Building Challenge, il procure des avantages financiers, pas simplement aux occupants locataires, mais également aux propriétaires des bâtiments. Parce que ce sont des bâtiments qui sont beaucoup plus performants, qui vont limiter fortement la facture énergétique ou à la facture d'eau, et qui génèrent en fait un intérêt financier. Sur un des bâtiments qui a été certifié, le premier bâtiment Living Building Challenge, il a été observé, en fait, ils ont comparé le bâtiment avec les mêmes bâtiments s'il aurait été certifié LEED,
avec LEED Platinum, qui est vraiment un des plus exigeants par rapport à la certification LEED. Les surcoûts qui avaient été générés à l'époque, en 2003, pour réaliser ce projet Living Building Challenge, s'ils avaient refait la même chose avec une certification LEED, et ils auraient, en fait, les surcoûts ils auraient pu être amortis en 10 ans. En fait, même si à la base, le bâtiment, il a coûté un petit peu plus cher, parce qu'il y a des systèmes, en tout cas en 2003, c'était le cas. Et dans tous les cas, il y a une question des rentabilités financières pour le propriétaire du bâtiment. Et ce qui est observé actuellement, parce que c'est un bâtiment qui coûte moins cher, qui est beaucoup plus, qui est fait pour la durée, avec des matériaux qui sont faits pour durer au moins 50 jusqu'à 60 ans. Donc, il y a moins des questions d'entretien. Et ça, c'est vraiment ce qui a été fait grâce à la certification de Living Building Challenge. Actuellement, les coûts ne sont pas les mêmes. On a plutôt tendance à réduire l'intégration de la certification, au niveau en tout cas au coût total du bâtiment. Et une autre chose, c'est que la certification, elle priorise la santé des occupants, les conforts des occupants, par la sélection des matériaux sains, et en faisant appel à l'économie locale, et en privilégiant l'accès à la lumière naturelle, à un bon confort thermique, au moment au retour d'expérience, un bon confort thermique. Donc, voilà. Merci. Et si vous avez des questions, vous pouvez les adresser au france.collaboratif@gmail.com. C'est le mail du collaboratif. Donc, on est nous 6 à répondre sur toute question. Et maintenant, on peut aborder si vous avez d'autres questions. On peut les aborder en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Merci Oscar, merci à Carlo Battisti également pour la présentation. Il y avait quelques questions dans le chat auxquelles Andromaque Simon, qui est aussi membre, je crois, du Living Collaborative Europe, a répondu. Living Collaborative France, pardon. Il y avait une question que Daniel Kaufmann m'avait posée. Peut-être que, Daniel, si vous voulez prendre la parole pour la poser à voix haute. Enfin, c'était un point un peu précis, je crois, de la présentation au début, qui concernait les réseaux d'évacuation sous vide. C'était pour avoir des précisions sur ce point-là. C'était au tout début, je crois, de la présentation. Au tout début de la Oui, vous présentation. l'avez dit. Sur la question de l'eau. Oui. Oui, c'était pour avoir un peu plus de précision sur les réseaux d'évacuation sous vide. Si vous en avez à donner, hein, je ne sais pas. Oui. Et oui, je ne suis pas pour promouvoir des systèmes, mais il existe en fait des solutions, des réseaux sous vide. En fait, il y a des fabricants en France qui ont simplement pris la technologie qui est utilisée dans les avions, dans les bateaux, et maintenant ils l'utilisent pour les bâtiments qu'on fait actuellement. Et cette société s'appelle EVAC, je ne fais pas la publicité, mais en fait, ils ont déjà fait des bâtiments à Paris, et même en France, avec des systèmes d'évacuation sous vide. En fait, c'est simplement des systèmes qui ne font pas appel en tout cas, à des grosses quantités d'eau, parce qu'en fait, les sanitaires, ils utilisent 1 litre d'eau pour les décharges. Et en fait, c'est simplement, ils inspirent tous ces déchets par un réseau sous vide. Donc, il y a un système des pompes, en fait, des extracteurs, etc. Donc, c'est un système assez technique, mais qui est très intéressant quand on a des gros bâtiments. Et il y en a la gare à St. Pancras à Londres, qui est équipée d'un système d'évacuation sous vide. Et il y a un bâtiment à Paris, je ne me rappelle pas exactement les noms, mais je peux vous les envoyer, qui a déjà utilisé ces systèmes, qui l'utilisent justement. Et donc, voilà. D'accord. Peut-être aussi, Monsieur Kaufmann, si vous voulez plus de... Non, c'était tout. Merci bien. C'était tout. D'accord. Alors, il y avait plusieurs questions dans le chat qui se regroupent au moins 2, qui est sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de labels et de certifications qui existent déjà aujourd'hui. Donc, comment faire pour être différenciant, pour diffuser ce label, pour quel point un peu différenciant est-ce qu'on peut indiquer. Et puis aussi, il y avait une question sur la complémentarité possible avec les certifications BREEAM, LEED, WELL HQE qui existent déjà. Bon, ça a été un petit peu évoqué, mais est-ce que c'est possible d'aller un peu plus là-dessus, de préciser comment ça peut être présenté au maître d'ouvrage?
C'est une bonne question. En fait, c'est des questions qui nous reviennent en fait souvent. Et je pense qu'en fait, les plus simples, en fait, en tout cas de notre point de vue, et c'est de viser une seule certification. En fait, si on vise vraiment l'exemplarité, les Living Building Challenge peut répondre à tout ce qu'on a l'habitude de faire, soit du BRIM, soit du LEED, soit du SQE, du WELL, même du FeedWell et compagnie. Donc, c'est les plus simples, en fait. Après, il a été fait aussi également pour certains promoteurs en fait, qui privilégient plutôt les multi-certifications. Il a été aussi développé en fait des crosswalks qui permet en fait de dire si moi j'ai un projet qui est déjà HQE, bon HQE c'est pas encore fait, mais BRIM ou LEED, même WELL, il existe en fait des équivalences. De dire moi j'ai déjà mis en place tel critère sur la certification LEED, ça peut être valorisé dans la certification Living Building Challenge. Donc il faudrait rajouter d'autres choses pour compléter la certification. Et ça existe. Ça, c'est un travail qui a été déjà fait. Et nous, est-ce qu'on aimerait faire, est-ce qu'on est en train de se poser la question, c'est de faire la même chose avec le label HQE, voire BDM, pour trouver en fait des équivalences par rapport à la certification. Mais de façon générale, en tout cas, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est qu'en fait, là, même si on vise un BDM niveau or, qui est assez exigeant, qui ressemble beaucoup à la certification Living Building Challenge, il y a beaucoup de choses qui répondent déjà à la certification Living Building Challenge. Si on fait un BDM or, qu'il faudrait compléter, mais qu'on pourrait le faire. Après, c'est un travail que nous devons faire pour trouver les équivalences et pour valider ces équivalences avec l'ILFI. Mais bon, c'est des choses qu'on se pose la question et puis peut-être que probablement on va décider de le faire d'ici la fin de l'année ou dans l'année. Il y avait une question que posait Annabelle dans la discussion par rapport à la gestion de la transversalité entre les thèmes. Et puis, c'est vrai que ça, c'est un thème qui nous est un sujet qu'on a bien à cœur à l'ICEB, qui est la question vraiment de la vision globale et de la vision holistique. Parce que c'est vrai que le travers qu'on peut voir parfois avec les certifications, c'est que c'est vraiment on rentre un peu case par case et du coup, on peut perdre ce côté holistique et transversal. Sans vouloir non plus mettre à nouveau des nouveaux mots, voilà, parce qu'on ne veut pas créer non plus une certification holistique, mais justement, on a tendance des fois un peu à dénaturer un principe qui est très vertueux à la base. Donc, comment est-ce que vous arrivez avec cette certification à ne pas rentrer dans le travers du découpage, du saucissonnage et des petits bouts de lorgnette collés les uns aux autres, je veux dire. Tout à fait, non, mais c'est pareil, c'est une remarque très, très pertinente. Et en fait, dans d'autres certifications, il existe aussi un petit peu cette démarche, ce qu'on appelle l'intégratif, un process intégratif. Mais en fait, nous, en tant que Living Accredited, comme Living AP, pour un petit peu l'équivalence avec d'autres certifications, nous, en fait, on a suivi en fait vraiment une formation pour justement accompagner les projets au moment de la phase de très en amont et pour mettre en place les stratégies nécessaires pour assurer cette continuité. Et ça, c'est notre rôle, en fait. Même le rôle, en fait, d'Edilfi. Et parce que quand on commence à certifier, en tout cas à travailler sur un projet Living, vous êtes accompagné par nous, en tant que Living et AP, mais également par l'ILFI à Seattle. Il y a quelqu'un qui suit ça, en fait. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que si on ne les met pas en place et si on ne le garantit pas dans la continuité, c'est un risque, en fait, de ne pas avoir la certification. Donc ça, c'est très important, mais ça, en fait, je dirais que c'est à nous, et en tant qu'accompagnateur, de assurer ce respect de cette transversalité. Parce qu'il y a cette thématique, il faut avoir cette vision assez holistique et vraiment arriver à bien les combiner, à bien les guider. Une chose aussi importante, en fait, dans la certification, c'est qu'il faut faire appel à d'autres compétences. Pas simplement le côté architecte, ingénieur, mais on peut faire appel à des sociologues, à des métiers qui sont nécessaires, de plus en plus nécessaires, pour garantir justement cette continuité dans le développement de la conception d'un bâtiment. Je ne sais pas si ça répond en fait à la question. Mais...
Je ne sais pas, Annabelle, est-ce que ça répond à ta question? Oui, très bien, merci. C'est vrai que je crois que tu m'avais dit, Oscar, que dans les justificatifs, il y avait, enfin, des fois, il y avait même, vous preniez en photo des réunions aussi pour montrer que voilà, il y avait bien un travail collaboratif qui a été fait. Enfin, voilà, c'est. Tout à fait. En fait, oui, mais pardon, vas-y. Je suis désolé. Non, non, voilà, c'est tout. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, en fait, dans la certification Living, c'est pas une question de checklist, en fait, de dire oui, non, fait, c'est pas fait. C'est plutôt comment vous, en fait, en tant qu'équipe de conception, comment vous envisagez l'intégration de la pétale et matériaux, par exemple. Donc, il y a des réunions de travail, il y a vraiment, en fait, un suivi à faire de la part de l'accompagnateur pour vraiment construire ces narratifs, en fait, ces preuves, en fait, ces histoires pour chaque pétale et pour vraiment le déroulement du projet. Et ça s'est construit, en fait, au fur et à mesure, et c'est ce qui a été fait dans les autres projets. Ok. Il y a une question de Michel sur le coût de la certification. Ouais. Et en fait, c'est un peu, en fait, la coût de certification, que la certification, il y a des prix qui sont déjà donnés en fonction de la surface. Donc, par exemple, pour un bâtiment de bureau qui fait 40 000 m², le coût de la certification, il est d'environ 25 000 €. Dans ce coût de certification, qui est un petit peu plus cher que les LEED, une certification LEED Platinum, mais qui est moins cher qu'une certification WELL. Voilà, merci Carlo pour voilà, c'est le lien où il y a tous les détails des prix. Mais en fait, à chaque fois qu'on s'élance dans un projet, on va faire une demande de devis à l'ILFI. Et l'ILFI va faire voilà, il va dire le coût pour l'accompagner le projet, pour les certifier, c'est pour les certifier. Pour l'auditer, c'est tant. À peu près 20 000 € pour une surface de 40 000 m². Dans ces coûts de certification, il y a l'accompagnement de la part de l'ILFI, il y a l'accès à la documentation, il y a l'invitation aux différents salons, congrès, etc. Mais il y a également tous les audits. Les audits qui sont faits en conception, mais également en exploitation, parce qu'il y a les 12 mois de suivi, et ça, c'est compris, en fait, dans les coûts de la certification. Après, en fait, finalement, le coût de la certification, c'est pour les bâtiments, le Bullet Center qui était certifié en 2003, c'était 0,03% le coût, en fait, de la certification par rapport au coût total du projet. En fait, les coûts de certification, c'est pas grand-chose, en fait. Mais c'est important de l'intégrer. Il y avait une question de Virginie qui demandait, quand on parle d'aménagement intérieur, est-ce que l'ergonomie peut être prise en compte dans ces critères-là? Est-ce que est-ce que vous faites appel à des spécialistes comme des ergonomes ou du design? Je ne sais pas. En fait, oui, c'est question c'est plutôt ces kits de conception. En fait, il y a des choses qui sont demandées par la certification. On doit penser à toutes ces questions d'ergonomie, des matériaux, d'aménagement, etc. Mais ça, c'est à la maîtrise d'ouvrage de faire appel aux compétences. C'est s'entourer des bonnes compétences pour justement garantir la bonne réalisation du projet. Et dans les cabinets d'architecture, il y a beaucoup de compétences qui sont déjà là. Donc oui, ça existe et ça se fait, ça peut se faire, mais c'est pas quelque chose qui est absolument demandé par la certification. C'est pas la certification qui dit vous devez intégrer telle compétence et compétence et compétence. C'est plutôt à nous, à la maîtrise d'ouvrage, de décider qui c'est qui va intervenir dans la réalisation du projet. On peut conseiller, mais il n'y a aucune obligation sur l'expertise en fait à intégrer. Ok. Oui, d'accord. Donc Andromaque répond aussi dans la discussion que, de façon assez synthétique, qu'effectivement l'ergonomie n'est pas explicitement demandée, mais comme dans Well. Donc voilà, c'est bien complémentaire à ce que tu viens de dire. Virginie demandait aussi dans la discussion par rapport aux critères bien-être, le fait qu'entre la réalité de la vie et puis
l'imaginaire des concepteurs, ça peut être très différent. Comment est-ce que vous vous assurez, parce que c'est des critères assez exigeants que vous nous avez présentés, donc est-ce que vous avez, en fait, est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience sur des opérations qui, voilà, on comprend qu'il y en a, enfin, il y en a quelques-unes, mais pas encore énormément. Comment est-ce que vous avez pu voir que ça se traduisait dans la réalité, ces critères-là, bien-être? En fait, il y a une question aussi sur sur l'aménagement du bâtiment lui-même, en fait, l'aménagement des espaces, les questions des accès à l'extérieur, des espaces, en fait, des surfaces des fenêtres, en fait, vraiment cet aménagement qui est déjà fait, en fait, par les équipes de conception, d'architecture. Il y a une question aussi de dans les bâtiments existants ou neufs, des questions de simulation. Grâce aux outils de simulation, on peut montrer aussi, démontrer de la bonne efficacité des solutions. Mais également, il y a un suivi qui est fait en exploitation, avec des enquêtes en fait, de confort, pour montrer que vraiment, là, il y a au moins 70-80% de satisfaction dans le bâtiment. On ne peut pas viser les 100%, mais en tout cas, on peut avoir, c'est quelque chose qui est fait, un suivi avec les occupants, pour être sûr qu'il y a vraiment un bon confort dans les bâtiments. Donc, le fait d'avoir un critère de 70% de satisfait, ça, c'est un point qui est ciblé ou... Exactement, les 70%, je me rappelle pas exactement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans les certifications, dans les normes, et 70-30 et 15-251. Et c'est des critères qu'on peut utiliser pour valider en fait ces exigences de confort. Et il n'y a aucune norme qui définit 100% des satisfaits, parce que ça n'existait pas. Mais on peut viser un 90% et pour être vraiment très performant. Déjà un 80, 70-80%, c'est déjà bien en fait dans un bâtiment. Okay. Et oui, j'avais vu, il y a une question sur les déclars. Il y a Carlo qui a répondu. Et bien, en effet, il y a de plus en plus des industriels qui commencent à se mettre à utiliser ce label déclare en Europe. Donc, ça se développe assez rapidement. Mais il a envoyé le lien qui permet en fait de vérifier ces industriels. Merci, Carlo. Et au-delà d'ailleurs, ce label déclare, au-delà du fait que c'est exigible dans la certification Living Building Challenge, est-ce que c'est un... Enfin, moi, je ne connais pas forcément ce label, je ne sais pas si... Enfin, ça serait intéressant, peut-être que... Quel est le retour d'expérience? Est-ce que c'est plus fiable ou moins fiable que d'autres labels? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'en fait, il peut y avoir la même fiabilité. Non, je pense que la fiabilité est beaucoup plus certaine que peut-être une FDES. L'FDES, c'est très bien, c'est un bon outil. Et après, c'est vérifié par une tierce personne. Mais là, en fait, le label déclare, c'est vérifié par tout un groupement en fait, de personnes. Il y a vraiment un suivi derrière qui permet de garantir la dépendance des données, la vérification des données. Donc, il y a quand même un groupe en fait, d'experts qui sont définis un petit peu de manière très aléatoire pour garantir en fait des données qui sont déclarées par les industriels. Bon, du coup, comme il y a, pour l'instant, là, il y avait pas mal de questions, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc, moi, je continue à poser mes questions. Oui, il y a Target qui est très connu en France, qui a fait déjà, justement, qui a certifié plusieurs de ses produits. Donc, et du coup, comment est-ce que vous gérez éventuellement les produits issus du réemploi ou les produits, comment dire, un peu artisanaux? Ouais, artisanaux, voilà. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà eu à traiter? Est-ce que c'est possible d'intégrer, enfin, est-ce qu'il y a des points d'innovation possibles ou je sais pas, enfin, des façons de démontrer quand même la fiabilité et la vertu du produit proposé? je pense qu'on n'a pas beaucoup, en fait, en tout cas ici en France, on n'a pas beaucoup d'expérience sur ça, parce que pour l'instant, on n'a pas de projet, mais s'il y a il y a des entreprises qui s'intéressent à la certification. Et en fait, dans tous les cas, il y a un suivi qui est fait par l'IFI,
et même par nous-mêmes, en fait, pour vérifier toutes ces solutions, ces nouvelles solutions qui peuvent être utilisées pour la réalisation d'un projet. Parce qu'il y a de plus en plus du réemploi, de l'économie circulaire. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait aborder au fur et à mesure, en fait. Oscar, est-ce que je peux répondre à la question? Vas-y, parce Oui. que merci. En fait, déjà, tu peux couper voilà, le partage d'écran. Bonjour. En fait, par exemple, pour clarifier, OneClick LCA, c'est un des seuls un peu logiciels européens qui est accepté. Donc, on n'est pas obligé de passer par Elodie pour faire l'analyse des matériaux. Et déjà, en travaillant sur OneClick LCA, j'ai déjà vu, par exemple, vous connaissez le réemploi des dalles de faux plancher de Mobius, existe déjà dans la base IGNIS et donc sont déjà disponibles dans OneClick LCA. Donc, pour moi, c'est un avantage, c'est-à-dire que ça passe directement dans les calculs d'impact des matériaux de Living Building Challenge. Voilà. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il y en aura de plus en plus et il y aura sûrement des façons pour intégrer tout ce qui est en réemploi et matériaux locaux et tout. Et donc, pour moi, ça vient petit à petit, mais c'est possible. Ok, merci. Alors, Michel, tu as plein de questions. J'ai l'impression que tu veux prendre la parole. Sur les 140 projets, oui, en fait, on va dire qu'il y a un tiers entre zéro énergie, pétale et living certified. À peu près. Mais il y a Mais en fait, beaucoup de carbone aussi, zéro carbone, sont très nombreux surtout. ça commence à avoir de plus en plus. Et il n'y en a pas encore assez, mais il y a de plus en plus de zéro carbone. Et même en France, il y en a. Pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais il peut y avoir d'ici quelques années un zéro carbone. Donc, oui. En France, j'ai vu que sur le site, il y a une référence indiquée en France pour l'instant. Est-ce que vous savez en quel stade elle est? Parce que j'ai essayé de cliquer un petit peu, on ne voit pas beaucoup d'informations. Vous savez où elle est? Est-ce qu'on peut aller la voir? C'était Salesforce. C'est ça, en fait, c'est souvent des clients qui ne souhaitent pas communiquer, en tout cas pas publiquement. Mais c'est Salesforce, c'est une société américaine qui a mis en place une stratégie zéro carbone au niveau mondial pour tous ces sièges et bâtiments. Et il s'avère qu'un bâtiment basé à Paris, où il vise aussi, en fait, il fait partie de cette stratégie zéro carbone, mais pour l'instant, il ne communique pas beaucoup. Après, c'est... Voilà. Voilà. Je pense qu'on a répondu. Ah oui, attention à la F2S. Ouais. Effectivement, la remarque de Suzanne Déou que les FDES, des dalles de faux plancher réemployées, ne mesurent pas, n'ont pas encore fait de mesure d'émission des formaldéhydes, alors que ça peut durer 15 à 20 ans. Est-ce qu'on peut penser qu'une dalle de faux plancher réemployée émet moins de formaldéhyde qu'une dalle neuve? Il y a des raisons de... Est-ce qu'on peut le penser ou pas? Non. C'est catégorique. Oui, je suis d'accord avec ce commentaire-là. En fait, ça, c'est la liste rouge en fait, du living. Tant qu'on sait qu'il y a dans le matériau, il y a des formaldéhydes ou voire un composant qui est classé dans cette liste rouge, on ne peut pas l'utiliser. Parce qu'on sait qu'il y a un risque, en fait. Parce qu'il y a une émission qui est faite en fait, dans toute la durée de vie du matériau. Mais alors, est-ce que du coup, il n'y a pas par rapport à ce que disait Andromaque tout à l'heure, donc on peut utiliser sur OneClick LCA, on peut utiliser les dalles de faux plancher, sauf qu'elles contiennent des formaldéhydes. Donc en fait, il faut vraiment faire toutes les vérifications, c'est bien ça. C'est pas parce qu'on est sur OneClick LCA, donc qu'on est plus ou moins dans des clairs, que ensuite on peut passer ce critère, mais par contre, en fait, après, on ne pourra pas passer le critère sur les formaldéhydes. Donc, il y a plusieurs... il faut être attentif là-dessus, c'est bien ça, il faut faire toutes les vérifications. Oui, c'est pour ça que ça dépend de quelle certification on va choisir.
Si on est juste sur la partie zéro carbone, ben, les émissions de COV ne sont pas prises en compte. Si on prend les pétales, on va choisir un des pétales principaux, donc eau, énergie ou matériaux. Voilà. Donc, on ne va pas pouvoir trop choisir les matériaux parce qu'on ne pourra pas respecter la liste, la red list. Si on prend la totalité, oui, c'est encore plus contraignant. Donc, après, on va choisir en fonction de ce qu'on a ciblé, quelle certification on a choisi dans le choix. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte entre le carbone, entre la distance aussi, d'où viennent les matériaux. Donc, et aussi, c'est assez exhaustif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, sur un tableur Excel, prendre tous les matériaux en compte et montrer qu'un pourcentage de ceux-ci viennent de là, ils ont moins de CO2, COV. Voilà. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais à savoir que l'aspect aussi advocacy, ils appellent ça, donc comment on négocie avec les industriels est pris en compte. C'est-à-dire si on essaye de faire pousser l'industrie vers des meilleurs matériaux, on arrive un peu des fois à négocier des éléments. Mais bon, c'est beaucoup de travail, c'est sûr. Mais au moins, c'est global. Il faut prendre en compte tous les matériaux, pas que une partie. Il y a une question sur le site Brownfield qui était posée par Catherine. Et en fait, oui, en fait, il y avait le premier projet qu'on a présenté et sur la pétale lieu. C'est un bâtiment qui était construit sur un terrain qui était pollué. Donc oui, c'est possible. Après, il y a un grand travail à faire pour justement garantir la dépollution, etc. Est-ce que dans cette certification, j'ai l'impression qu'il va quand même, qu'il essaye d'aller loin et d'être vraiment pédagogique et de faire avancer les choses? Est-ce qu'il y a des systèmes de retour d'expérience publique, de publication, de faire, enfin, de partager les choses un peu différenciantes? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui est prévu et sur lequel on peut voilà, se renseigner aussi? Est-ce que Et je pense qu'en fait, oui, en fait, on pense que, en fait, indépendamment de la certification, il y a une question, en fait, une question aussi des sensibilisations des pouvoirs publics et pour justement, en fait, les amener vers des choses un peu plus exigeantes, un peu plus performantes. Et ça, c'est pour ça que nous, on est ouvert en fait aux échanges avec des maîtres d'œuvre publics, maîtres d'ouvrage publics et privés, justement pour travailler ces questions des réglementations, des normes, qui sont importantes en fait. Intégrer une telle certification, c'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, mais aux États-Unis, ils ont vécu la même expérience. En fait, c'est à chaque fois, il y a les contraintes réglementaires qui interdisent de faire ci, de faire ça, mais c'est un travail qui a été fait avec les pouvoirs publics et finalement les villes, comme c'était le cas de Seattle en 2003, avaient décidé de modifier le PLU et autoriser la réutilisation de donner la liberté aux bâtiments de ne pas être raccordés au réseau. Et en 2003, ils ne voulaient pas absolument, en fait, c'était complètement interdit. Après, ils ont visité le bâtiment, ils ont dit, bah, ça fonctionne. Bah, du coup, maintenant, tout le monde peut le faire. Je vais poser une question peut-être un peu impossible à répondre. Voilà, bon, c'est volontairement grossier et un peu provocateur, mais enfin pas grossier, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une certification qui se veut vraiment, qui va quand même loin avec l'idée vraiment d'être régénératrice de son environnement. Est-ce qu'on peut faire des sortes d'équivalences d'être certifié Living Building Challenge, telle chose, zéro carbone ou pétale, ça correspond à tel label ou tel niveau d'une certification HQE bâtiment durable ou LEED? Bah, évidemment, c'est pas possible de répondre simplement, mais j'ai quand même l'impression que si on rentrait vraiment dans un truc très ingénieur, on pourrait avoir presque des bulles avec un truc sur complexité versus performance et on verrait que c'est quand même assez que cette certification-là, elle coche pas mal de cases. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez une idée un peu de ça? Où est-ce que ça se situe dans la galaxie des certifications et des labels et par rapport à leur niveau? Je sais pas.
question dure, difficile. Et en fait, idéalement, je pense que demain, en fait, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, idéalement, on devrait avoir des équivalences par rapport à ce qui existe actuellement ici. Et ce qu'avec le label de plus et moins, et on a vu des choses intéressantes. Demain, la réglementation elle va évoluer, même si la date sont repoussées à chaque fois. Mais il y a une évolution en fait des choses. Et à un moment donné, il faudrait que nous, on travaille avec l'IFI justement pour essayer de trouver des équivalences, pour qu'ils puissent valider. La complexité, c'est que on est en Europe et chaque pays a ses normes, a ses règles. Donc ça veut dire qu'il faudrait que chaque pays, en fait, que l'IFI fasse un travail d'équivalence pour chaque pays, parce qu'il ne peut pas le faire que pour la France et puis pour les autres pays, pas. Donc il faudrait qu'il fasse un travail d'équivalence pour chaque pays. C'est un travail qui est assez important. Nous, on aimerait que ça se fasse demain, que ça pourrait faciliter beaucoup de choses. Et après, c'est à nous, en fait, si demain on se décide de travailler sur un projet Living Building, à nous, collaboratifs, d'aider en fait la réalisation en cherchant des équivalences avec des calculs-RT, avec des STD, en fait, je sais pas, avec plein de choses qu'on fait déjà ici très bien. Donc, Andromaque, tu veux compléter? Je pense pour moi, c'est que ça s'adresse à des projets différents, c'est-à-dire que ce n'est pas facilement comparable ou partiellement, c'est-à-dire que oui, ça va être un calcul H-ray comme on lead. Peut-être qu'on aura une équivalence avec d'autres calculs, on ne sait pas, mais pour le moment, c'est quand même un calcul selon les Américains. Mais voilà, sur d'autres domaines, par exemple, oui, l'accessibilité universelle, ça se peut que voilà, le label français est déjà similaire. OK, mais pour moi, c'est surtout que ça peut répondre à des maîtres d'ouvrage qui vont au-delà de certifications habituelles, qui ne leur suffisent plus, en fait, qui deviennent finalement que des petites cases à remplir et qu'eux, ils vont bien au-delà. Quand on a un bâtiment, voilà, déjà passif, positif et tout, une certification HQE BREEAM est déjà très limitée par rapport à ce qu'on vise. Donc, pour moi, ce serait voilà, ceux qui vont viser plutôt du BDM ou BDF et qui ont besoin d'une visibilité internationale qui pourrait être intéressés. Mais il faut vraiment que ça soit souvent les clients soient promoteurs et occupants de son bâtiment, qu'il soit très motivé et qu'il a déjà un bon projet environnemental. Et là-dessus, on peut proposer ça. Mais je ne pense pas que ce n'est pas la même clientèle, à mon avis. Mais... D'accord. Alors, c'est vrai que du coup, je rebondis parce qu'effectivement, je vois que Carlo est en train de répondre à cette question de Virginie, mais c'est vrai que par rapport aux certifications BDM, BDF, BDO ou BDNA, et puis toutes les certifications bâtiments durables qui vont sortir et qui sont participatives et pour le coup vraiment ancrées dans un territoire, comment est-ce que la certification Challenge peut prendre en compte les spécificités géographiques, le climat, la température? Bon, je vois que Carlo a fait une première réponse, mais est-ce que vous pouvez en dire quelques autres mots, Andromaque et Oscar? Pour moi, déjà, le calcul H-ray, c'est vrai que ça nous fait tous très peur parce qu'on connaît très mal, mais il y a l'avantage, c'est que c'est produit aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un des seuls pays au monde qui a accès à tous les climats. On parle de l'Alaska, dans les pays tropicaux. Et en fait, leur réglementation thermique répond à tous les climats parce que, comme c'est un énorme pays, ils ont accès à tous les climats. Et du coup, à l'intérieur de cette réglementation thermique américaine, qu'on peut aimer ou pas, voilà, personne n'est parfait, hein, mais tout est interprété dedans. Tous les climats sont proposés et adaptés. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci d'adaptabilité dans un pays ou un autre. Parce que oui, on ne se base pas sur un calcul réglementaire, mais c'est plutôt une STD qui est applicable en fait dans n'importe quelle typologie de climat en fait. Donc oui. Moi, je trouve qu'il y a la question du climat et puis la question effectivement de l'énergie, de la simulation thermique dynamique. Après, c'est vrai que l'intérêt des certifications bâtiments durables territorialisées, c'est aussi de prendre en compte un environnement aussi potentiellement économique, voilà, un environnement social,
un type de territoire plus ou moins métropolitain ou plus ou moins rural, au contraire? Est-ce que ça, moi je comprends que voilà, il y a peut-être ça se retrouve dans d'autres sous-critères ou d'autres choses comme ça. Oui, ça, en fait, ça, tout à fait, oui. En fait, on l'a pas évoqué ici, mais c'est pris en compte, en fait, dans la certification, c'est différentes typologies. Si c'est pas les mêmes exigences, si on a un bâtiment existant en plein cœur d'un centre urbain, il y a des choses qui seront pas, on pourra pas faire. Et ça, c'est pris en compte dans la certification. Et si on est à la campagne, bah, ça facilite beaucoup de choses. Mais oui, il y a, en fonction des typologies, je pense qu'il y a 6 types de cas, entre vraiment les centres urbains hyper denses vraiment la campagne, qui est vraiment très ouverte. Donc, entre ces deux-là, il y a 4 différents niveaux qui sont intégrés en fait dans la certification. Il y a une question, enfin en tout cas un point sur la biophilie. Oui. Qu'on connaît un petit peu, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est un point important aussi dans Well, je crois. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, c'est une expertise complément. En fait, maintenant, il y a des experts en fait qui traitent cette question de biophilie. Parce on a souvent tendance à assimiler la biophilie avec la faune et la flore, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Même pour nous, en fait, on apprend tous les jours sur la biophilie. Et ça, c'est ce qu'avait mis Carlo dans le lien, en fait, sur les biophilic design, qui montre vraiment tout ce qui fait partie, en fait, de la conception biophilique. Parce que ça va vraiment très, très loin, en fait. Et c'est hyper intéressant pour tout projet, en fait. Donc, déjà, on a eu donc une petite intervention de Tolga, de Arpas Trans, qui nous a donné son point de vue, son expérience sur la biophilie. Dans The Living Future aussi, il y a pas mal de conférences, des cours en ligne, de MOOC, on va dire, sur le design biophilique. Il y a des livres très intéressants. C'est un domaine assez vaste et très intéressant. Donc, à explorer. Mais voilà, il faut toute une autre conférence là-dessus. On pourrait faire presque une conférence que sur cette thématique-là, en fait. Elle est tellement complexe et vaste. Il y a un livre, en fait, qui est très bien sur les 14 patterns, en fait, du biophilique, et c'est, comment il s'appelle, des Thérapins. Et c'est une société, en fait, qui travaille beaucoup sur cette thématique des biophilies et qui décrivent les 14, en fait, thématiques à intégrer quand on parle, en fait, des biophilies. Et ça, vous les trouvez, elle est accessible, elle est gratuite sur Internet. Voilà, c'est ça. Merci, Andromaque. Voilà. Oui, je crois qu'Andromaque, tu parlais d'un MOOC spécifique, c'est ça sur Alors, il y en a des quantités. Après, c'est pas un MOOC, je veux dire, j'ai dit MOOC, mais c'est pas quelque chose qui est organisé à une telle date. Mais sur le cours, si, il y en a même plus. Je vous donne le lien avec tous les cours en ligne de Living. Et le deuxième, c'est déjà le Biophilic Design Intensive Course sur 3 semaines. Et il y en a d'autres aussi. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Après, si vous avez d'autres questions, on pourra peut-être échanger beaucoup plus calmement. Et donc, n'hésitez pas à envoyer un mail au france.collaboratif@gmail.com et on pourra répondre parce que il y a plein de choses en fait qu'on pourrait encore détailler davantage. Donc, Et pour information, on est en collaboration avec les autres équipes au Canada et en Belgique. Et on a comme projet d'essayer de traduire éventuellement le référentiel qui couvre toutes les certifs, en fait, toute la gamme de ces certifications est sous un même référentiel. Et voilà, c'est notre projet. Mais il faut avoir des projets derrière pour justifier une traduction, c'est vrai. Voilà.
Très bien, bah, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très intéressante. Moi, je ne connaissais pas du tout et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à creuser. Je remercie ben, voilà, les différents intervenants de ce soir. Merci encore. Et puis, j'ai pas de futur. Voilà, donc on va conclure cet ICEP Café, sauf s'il y a d'autres questions, mais là, je vois que voilà, il y a surtout des remerciements, donc merci de la part de tout le monde. On n'a pas de futur ICEP Café à vous annoncer tout de suite. On en a parlé juste avant, parce qu'il y avait un CA juste avant, donc on vous donnera très bientôt les prochains thèmes et les prochaines dates, sachant que l'idée, c'est vraiment d'en faire un tous les mois. Comme vous savez, l'ICEP, c'est des ICEP Café ouverts à tous tous les mois. Et puis, l'intérêt quand même d'être membre, et c'est pour ça que je l'ai dit et je le redis, on ouvre notre campagne d'adhésion pour cette année, c'est que voilà, on se réunit aussi entre nous de temps en temps pour des réflexions un peu plus poussées sur certains sujets au sein des ICEP ZAP, aussi on a des groupes de travail, de réflexion, de recherche sur certains sujets. En ce moment, le territoire frugal, la réhabilitation frugale, le COP-Lab qui travaille sur l'intelligence collective dans nos métiers, avec l'idée que voilà, on ne fait pas les bâtiments de demain avec les méthodes d'hier, donc vraiment travailler sur ce sujet-là. Il y a aussi un groupe de travail sur la ventilation naturelle et le désenfumage en ce moment. Et voilà, j'ai peut-être oublié quelque chose. Il y avait un groupe de travail sur le réemploi qui aujourd'hui est plutôt dans la phase de diffusion. Et donc, du coup, c'est l'occasion de dire d'ailleurs que la 3e session du MOOC réemploi, et je crois que c'est la dernière, commencera début mai 2021 sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable, sur laquelle par ailleurs il y a pas mal de MOOC d'autres organismes. Mais voilà, donc allez voir cette plateforme si vous ne connaissez pas. Et puis voilà, l'ICEP, c'est aussi un co-organisateur du OFF du DD, et puis de temps en temps des réflexions, des prises de position, comme récemment un communiqué de presse sur la RE 2020 que vous avez peut-être vu passer. Pardon. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bah, merci à tous. Merci Louise. Encore, Oscar pour d'avoir voilà, et à tous les intervenants, Androma, Carlo, voilà, pour la soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Thank you, Carlo. Merci. Au revoir. Merci à tous, à toutes. Au revoir.